Bonjour Jean-Yves, peux-tu te présenter? Alors, je m'appelle Jean-Yves Goupil, j'ai 45 ans, je suis originaire de Normandie depuis des années et je suis un ancien traumatisé crânien, ancien ou toujours, enfin voilà. J'ai des handicaps, mais je me considère inséré dans la vie. Penses-tu que le handicap est accepté en France? Ah, qu'est-ce que je pense du handicap en France? Euh, le handicap est de plus en plus intégré, enfin mieux perçu. Mais ça n'empêche pas les commentaires derrière ou les perceptions des gens. L'handicap est quand même une différence, comme une couleur de peau ou je ne sais quoi. On- c'est quand même un rejet. Et le handicap en lui-même me fait rater un petit peu tout avec les femmes. Ainsi, tu penses donc avoir été harcelé? Oui, il est clair que j'étais harcelé, j'ai beaucoup été harcelé. Enfin, mon beau-frère me traitait de triso, je fus traité d'handicapé, mais bon, j'ai toujours les petites vannes, mais pour pas se faire tuer, bah, il faut attaquer le premier, c'est le but de la vie, hein. Mais c'est pas parce que j'ai été harcelé que j'ai toujours été un enfant de cœur. J'ai aussi quelque part joué méchamment avec certaines personnes. Donc le harcelé devient parfois harceleur et le harceleur devient parfois harcelé et on n'est pas forcément dans un monde des bisounours. Tu as eu un parcours scolaire atypique. Penses-tu qu'il est bien de permettre aux personnes en situation de handicap d'être dans un cursus normal? Alors oui, j'ai eu un parcours totalement atypique, hein. J'étais le premier en 93 à suivre l'école à temps partiel dans un cursus normal. Ce parcours atypique m'a permis d'être inséré dans la société, mais à mon vrai travail, parce que j'essaie de faire pas mal de choses en extra-professionnel. À mon vrai travail, je suis à mi-temps en capacité 1, donc je travaille la moitié de mon temps. Je ne peux pas plus parce que j'ai besoin de me reposer. Mais donc, d'être resté dans un cursus normal en 1993 m'a fait réintégrer dans un milieu professionnel dit normal. Et donc, on parle d'intégration, c'est vraiment une intégration, mais cependant, j'ai fait plusieurs interventions dans le cadre de mon boulot pour expliquer mes difficultés, pour être compris par mes collègues. Et mes collègues sont cool parce que bah, justement, ils ont compris ce que j'ai voulu expliquer. Quel est ton rapport avec les femmes? Est-ce que c'est mon accident ou toute une vie? Enfin, j'ai toujours été un poète, un romantique, aussi très dur et trop direct. Et j'ai beaucoup d'amis, j'ai enfin beaucoup de copines, pas mal d'amis, des très belles et très bonnes amies. Mais voilà, là c'est ce que j'expliquais tout au début. Mon handicap, ma difficulté d'élocution fait peur et ça, peu de personnes le perçoivent, à part mes sœurs et particulièrement mes parents, parce qu'ils me voient vraiment dans les moments fatigués où j'ai vraiment de gros problèmes d'élocution et ça, c'est un frein. Et j'ai quand même, comme j'expliquais, besoin beaucoup de me reposer. Alors, quand une fille est de passage à la maison, puis j'en ai pas eu 36, et que je suis obligé de dormir 10, 11, 12 heures, bah, ça la fait un peu chier de rester 4 heures dans le lit à m'attendre pour me dire bonjour. As-tu des conseils à donner aux jeunes et aux moins jeunes? Mon combat avec les jeunes et les moins jeunes, mais je parlerai plus des jeunes parce que mon accident, j'ai eu, comme je ne cesse de le dire, en 1993 à l'âge de mes 14 ans. Mon seul combat, c'est de leur faire comprendre une seule chose, qu'on n'a qu'une vie. Parce que tout le monde se dit, oui, moi je suis jamais concerné, c'est toujours les autres qui ont des merdes et tout ça. Moi, je veux être une personne sur le terrain qu'on peut toucher pour que les gens puissent comprendre que bah, le drame peut arriver à n'importe qui et à n'importe quand. Donc si les jeunes comprennent qu'ils ont certaines barrières à ne pas franchir pour éviter les drames, bah, j'aurais gagné mon combat.
Pourquoi as-tu créé une association ? Pour pouvoir intervenir dans les milieux scolaires ou près d'autres organismes. Et donc c'est mon association, c'est les électrons libres qu'on a créé avec mes parents. Et c'est elle est sous la loi de 1901, donc c'est gratuité, enfin c'est du bénévolat. Et pourquoi les électrons libres? Parce que je suis quelqu'un qui va un petit peu dans tous les sens et qui espère choper d'autres électrons libres pour faire un atome et faire des groupes de travail pour apporter le plus possible aux autres. Donc voilà, une association permet de réglementer et permet d'intervenir. Comment fais-tu tourner ton association ? Pour faire tourner mon association, c'est la présence terrain, à faire des interventions dans les collèges. Au début, c'était les lycées, j'ai fait d'autres organismes, hein. Par exemple la protection juridique de la jeunesse, des personnes en situation de handicap mental, enfin plein de choses. Depuis le Covid, tout s'est un peu tari, puis c'est une association que je fais avec mes parents, mais malheureusement mon père a d'énormes problèmes de santé, donc je crains un peu le demain. Et je n'ai plus l'occasion d'intervenir comme avant. Cependant, je ne nie pas ce que je fais aujourd'hui. C'est pour refaire vivre l'association, mais peut-être refaire vivre l'association sans ma présence, parce que je tiens à réaliser beaucoup d'outils à caractère préventif ou plus ou moins psychologique, philosophique. Ouais, philosophique conviendrait mieux comme mot. Pour faire comprendre, comme je le disais, qu'on n'a qu'une seule vie, qu'on peut s'amuser, mais il faut faire attention. Et voilà, mon association, c'est la présence terrain. Maintenant, je suis quelqu'un qui est plus derrière mon ordinateur. Mais pourquoi je suis plus derrière mon ordinateur? Pour réussir à faire les choses. Mais j'ai fait ces choses, je peux les faire parce que j'ai fait beaucoup de terrain. Donc, il n'y a pas de mystère, hein, c'est comme tout. Pour réussir dans la société au niveau professionnel ou extra-professionnel, faut cracher dans ses mains, faut commencer par un petit boulot, apprendre et apprendre pour réussir à faire quelque chose qui nous convient. Quel est ton rapport avec l'alcool et les addictions ? Mon rapport avec les addictions. Alors, on pourrait parler d'alcool, mais je n'ai pas commencé par l'alcool parce que j'ai commencé par fumer du shit, enfin la cigarette avant, fumer du shit, jusqu'à avoir des gros problèmes de santé. Le shit s'est remplacé par l'alcool, puis jusqu'à un accident d'un pote en bagnole. Qui m'a fait, enfin tout ça c'était après mon accident, qui m'a fait réaliser que c'est pas parce que j'avais eu un accident que je pouvais pas en avoir un deuxième, et je voulais pas créer un drame autour de moi. Mais les addictions quelque part ne se remplacent jamais. Enfin, sauf si on est en surhomme, mais je suis pas en surhomme, donc je suis tout le temps en train de boire un café, tout le temps en train de boire un thé. J'ai aussi énormément grossi, donc je mange tout le temps pour combler un manque. J'ai des problèmes avec le sucre parce que c'est une compensation, c'est une sensation d'apaisement. Donc le meilleur moyen d'éliminer une addiction, c'est de ne s'y être jamais mis. D'où viennent tes blocages et tes difficultés ? Alors, mes blocages, il y en a plein, mais le premier blocage, excuse-moi, c'est ma voix, parce que à chaque fois que je parle, surtout quand je suis fatigué, j'ai tendance à faire Alors, il y a la partie où t'es jeune, où on se fout de toi, on se fout de ta gueule, on refait qui te rebloque encore plus pour parler, où il y a le passage où t'es adulte, qu'on ne connaît pas, et quand tu fais ce
les gens ouvrent grand les yeux. Et moi, je le vois, donc je sais que je choque les personnes. Donc ça met mal à l'aise. Mais les blocages sont énormes. Ce sont aussi avec les femmes, parce que j'ai eu 4 ou 5 aventures avec quelques femmes et des histoires très éphémères. Il y a donc je ne trouve pas ma moitié et je prends de l'âge. Je me dis que bah, maintenant une vie de couple et une vie de foyer ça va être un peu foutu. Hein. Je pense pas avoir d'enfants, donc c'est les racines d'un arbre qui meurt quelque part. Et on parlait des blocages. Il y a aussi la peur de l'échec. Et j'ai mon père qui est un très gros bricoleur et j'ai toujours eu peur de mal faire. Donc je me suis toujours bloqué et je me suis toujours buté à passer par-dessus mes peurs. Alors plus ça allait, plus j'avais de peur, plus j'avais de blocage et c'est le chien qui se mord la queue et plus on a de blocage, plus ils sont nombreux. Et maintenant, bah, je suis dans la phase de reconstruction au bout de 31 ans d'accident pour dépasser petit à petit mes blocages. Mais bah, à 45 ans, on est largement plus qu'à la moitié de sa vie, donc j'ai pas rattrapé mes 30 ou 40 ans encore à vivre pour réussir à faire des exploits. As-tu un rêve après ta vie? Alors après ma vie, alors déjà je sais pas s'il y a un paradis, un enfer ou quoi que ce soit, mais s'il y a quelque chose, moi ma direction ce serait les enfers parce que je considère que j'ai pas toujours été sympa avec tout le monde. Enfin, on peut pas revenir sur le passé, enfin bon j'ai pas choisi toute ma vie, mais j'ai aussi fait beaucoup souffrir mes parents et je suis rempli de maladresse avec mon maman parce que je me mets souvent en colère. Mon rêve après la vie, c'est peut-être de laisser pas forcément mon visage en tête, mais pourquoi pas laisser toujours ces outils préventifs libres d'accès et gratuits qui peuvent sauver des vies ou du moins éviter les drames par lesquels je suis passé. Parce que bon, j'ai pété les plombs en 99 et en 2010, enfin voilà, mais en 2010 je voulais sauver tout le monde. C'était un combat contre la terre entière que je menais. Mais avec le temps, on m'a fait comprendre que si pendant mon témoignage devant 35 élèves de troisième, il y avait qu'un troisième à qui j'avais sauvé la vie, ben, j'avais gagné ma bataille. Alors, si une fois quitté ce monde-là, mes outils servent toujours à sauver des vies, ben, j'aurais gagné, je sais pas le respect, enfin c'est pas le respect que je cherche, mais j'aurais gagné mon combat. Crois-tu que l'argent fasse le bonheur? Alors, l'argent ne fait pas le bonheur. Ça, c'est une certitude. Hein. On peut donner cet exemple-là. On voit des trucs sur Facebook. Par exemple, qu'un petit garçon pauvre a tout l'amour de ses parents et qu'un garçon riche est laissé dans son coin. L'argent ne fait pas le bonheur, c'est l'amour. Et comme je le dis tout le temps, l'amour est quelque chose que plus tu divises, plus il se multiplie. Mais il ne faut pas non plus être menteur. L'argent est utile pour réussir sa vie. Et ce que je voudrais faire comprendre aux jeunes, parce que les adultes le savent, c'est que il y a une manière honnête de gagner l'argent, c'est en ayant un boulot, en faisant ton travail pour faire vivre ton foyer. Et après, tout ce qu'il y a à côté, c'est du bonus. Et si tes enfants, ta femme ne manquent de rien, t'as réussi ta vie. Puis après, si tu peux t'éclater sur les loisirs, les extra-professionnels, que demander de plus, que demander de plus au peuple. Il faut pas rêver d'être milliardaire pour être heureux. Quel est ton rapport avec les religions? Alors aujourd'hui, si j'ai pas de bêtises, on est le jeudi 26 décembre 2024, donc le lendemain de Noël. Mon rapport aux religions, c'est un aspect que j'aime pas aborder parce que les religions, c'est au cadre personnel
Et comment dire, c'est chacun sa propre opinion, sa propre croyance. Je suis quelqu'un de très croyant et je n'ai pas à le cacher. J'ai réalisé un premier roman il y a très longtemps de ça. Et j'avais cru, enfin je le lis, hein, mais attention, il faut prendre avec des pincettes ce que je dis. J'avais écrit ce bouquin-là en disant que Dieu m'avait parlé pendant mon combat. Et justement, j'en ai parlé la semaine dernière ou cette semaine ou lundi dernier avec un de mes meilleurs potes. Puis je lui ai dit j'ai une confidence à te faire. Bon, je savais pas si t'étais au courant de mon roman. Puis je lui ai dit bah moi mon coma, j'ai cru que Dieu m'avait parlé. Il me dit tout bas, oui, mais c'était peut-être juste une voix. Alors ça se tombe, il a raison, c'était peut-être mes parents qui me parlaient, ma mère qui me parlait, ou j'avais une cassette qui tournait en boucle avec mes copains d'école et une dame du village qui essayait de me réconforter. Donc, en gros, ce que je veux dire, on peut croire en ce qu'on veut, tant qu'on ne fait pas chier son voisin. Et comment dire, même si beaucoup de personnes pensent que je suis quelqu'un de littéraire, je suis quelqu'un au départ à l'esprit scientifique et matheux. Et tant qu'on m'a pas prouvé les choses, je ne peux pas les certifier. Et donc personne jusqu'à présent a pu me certifier que Dieu existait. Et donc, je suis obligé d'affirmer que les religions sont peut-être illusions. Par contre, quelque chose que je peux dire d'authentique, c'est n'importe quelle religion n'est là pour engendrer la guerre. Et ça, il faut faire très attention de se faire embrigader au nom d'une religion pour conquérir, pour tuer ton voisin. Enfin voilà. Donc je le dis cash, je suis croyant, mais je ne viens pas avec des signes religieux aux yeux des autres. C'est personnel. Je le dis parce que voilà, la question se pose. Mais la croyance n'a jamais été prouvée, donc chacun croit en ce qu'il veut sans faire chier son voisin. Rêves-tu de devenir réalisateur, écrivain, poète ou préventeur? Oui, ben, il est sûr que j'aimerais bien faire beaucoup de métiers, enfin réalisateur, préventeur, cinéaste ou je ne sais, mais ce qui est important de dire, c'est que mon vrai métier, ben, c'est d'être archiviste en tant que salarié à la centrale de Paluel. Donc je suis très heureux parce que j'ai enfin un équilibre et j'ai enfin l'impression d'avoir une place dans la société. Mais après, je peux être sincère avec toi ou avec vous. Cette semaine, par exemple, j'ai eu un rendez-vous avec l'assistante sociale et étant une personne en situation de handicap depuis le temps que je travaille, et si les lois ne changent pas, je pourrais peut-être avoir ma retraite à 52 ans, si financièrement c'est possible, parce que j'ai un crédit maison jusqu'à l'âge de 64 ans. Je prendrai ma retraite à mon vrai travail, le seul qui m'apporte de l'argent, et après j'essaierai de faire un melting pot de toutes mes petits métiers pour être pour les autres, puis pour, pour faire la vie. Alors oui, du cinéma, si les portes s'ouvrent, la seule chose que j'ai appris avec le temps, c'est qu'il faut aussi bousculer les portes. Et, et avec un pote, j'aimerais aussi devenir proseur. Enfin, j'ai plein de rêves. Il faut se battre pour les réaliser. Si je rêve, si on rêve vraiment, et si je rêvais vraiment de faire un autre métier, et si on vivait un autre siècle, ce serait d'être poète. Et d'être poète dans la vie, et peut-être
être moins chiant avec les femmes parce que hier j'ai encore taquiné une collègue et à un moment elle m'a dit que j'étais un peu lourd et je m'aperçois que j'essaye de toujours plaisanter, de toujours faire de l'humour de second degré, mais je pense malheureusement que ça gonfle aussi un petit peu les gens et merci à ma collègue de me l'avoir fait remarquer parce que maintenant il faut que je corrige le tir. Donc je serai pas comique en tout cas. As-tu des problèmes avec ton physique? Alors mon physique, oui, je sais que je suis pas Brad Pitt en tout cas. Donc j'ai un peu de mal parce que j'ai du ventre, enfin pas mal de ventre. Donc j'essaye de me remettre tout doucement au sport, mais pas intensivement, c'est juste des petits tours à pied. Et puis bon, ça j'y peux rien, j'ai un grand nez, des grandes oreilles, mais voilà. Est-ce que c'est un handicap ou un avantage ou enfin pas, c'est pas un avantage d'avoir des grandes oreilles et un grand nez, mais toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que dans la vie, tu rencontres une personne qui te prend pour ce que tu es à l'intérieur et pas à l'extérieur. Donc, voilà, on dit que la vie ne fait pas le moine, mais c'est l'intérieur qui prime. Alors j'espère un jour rencontrer une femme qui complète mon cerveau. Et pour mon physique, c'est tout l'un ou tout l'autre, parce que pendant des années, j'ai à moitié souffert d'anorexie, j'étais mince comme pas possible, parce que je n'aimais jamais manger, puis du jour au lendemain, quand on a mis un traitement plus fort pour m'aider au niveau psychologique, psychiatrique, j'ai vraiment apprécié manger et j'essaye de réguler depuis peu ça parce que j'avais réussi à perdre plus de 10 kilos en faisant quand même du sport et en essayant de manger plus équilibré. Et donc là, je suis sur la lancée d'essayer d'être bien dans ma tête et bien dans mon corps. Et de toute façon, enfin, je sais plus ce que je dis parce que j'ai un peu dans tous les sens, mais voilà, l'équilibre de la vie, c'est être bien dans sa tête pour être bien dans son corps, et c'est d'être bien dans son corps pour être bien dans sa tête. Donc, tout ça fait l'acceptation, mais quelqu'un qui est vraiment mince ou quelqu'un qui est très gros, si pour lui ça ne le dérange pas, il y a aucun problème. Et de toute façon, il faut se dire quelque chose. On ne choisit pas forcément son corps. On est avec des gènes, puis ce qu'il advient, advient comme ça doit l'être. Et on peut pas tout combattre. Et on peut pas classer les gens dans des cases en disant toi t'es comme ci, toi t'es comme ça. Les gens ne choisissent pas tout de leur corps. Peux-tu nous parler de tes problèmes de mémoire? Alors, les problèmes de mémoire. Donc, c'est la première chose qui est supérieure à toutes. C'est mon accident en 1993. Enfin, voilà, j'avais un casque, je suis retombé sur la tête, j'ai eu un œdème au côté gauche du cerveau et j'ai été touché à l'arrière du cerveau, en gros, je crois. Donc, c'était côté mémoire. Donc, la mémoire en a pris un coup et ce sera définitif parce que bon, c'est toujours un concours de circonstances dans la vie et la rencontre d'aujourd'hui avec toi ou avec vous, j'ai vu mon médecin conseil il y a 15 jours qui m'a, pour la première fois, c'était un nouveau et qui m'a expliqué beaucoup de choses et enfin, des choses percutantes. Il m'a dit, mais Monsieur Goupil, vous avez été cassé psychologiquement et ce que vous avez perdu ne reviendra jamais. Donc ça veut dire que les neurones qui sont partis à cette époque-là sont partis définitivement. Mais si je veux être honnête, et c'est ce que j'essaye de faire au maximum dans tout ce que je fais, enfin,
c'est ma nature et de toute façon je ne sais pas mentir et à chaque fois que je mens, on le sait, puis je me fais rattraper vite fait. Mais je sais aussi que tout petit, j'avais eu un traumatisme crânien en tombant d'un petit tracteur pour les petits, pour jouer. Puis, est-ce que ce traumatisme-là m'a créé des problèmes de mémoire? Peut-être, sans doute. Je suis aussi tombé une fois dans les escaliers de l'école de primaire. Je suis aussi tombé une fois des marches dans la cour en primaire. En galopant, je me suis aussi pris une barrière toujours au niveau de la tête. Bon, bah voilà, hein, je pense que les chocs cérébraux n'ont fait que cumuler ou s'accumuler. Et et donc, je pense, hein, je pense que j'ai toujours été un très très bon élève à l'école. J'ai toujours tout fait pour me rappeler tout, mais en bossant comme un malade, hein. Et par exemple, avant mon accident, j'avais une demi-heure, je faisais mes devoirs la veille, j'avais une demi-heure de quart le matin pour me rendre au collège au collège, au lycée, je le faisais moins parce que j'avais plus de temps. Mais quand j'allais au collège, avant mon accident, tous les matins, dans le car, je révisais tous mes cours pour les savoir par cœur. Donc d'ailleurs, j'ai appris des années plus tard que certains pensaient que je faisais jamais mes devoirs et que je les apprenais le matin dans le car. Et en fin de compte, je savais beaucoup de choses, mais c'était de la mémoire instantanée. Tout partait très très vite. C'est-à-dire, j'ai toujours eu l'impression que quelque chose arrivait et quelque chose partait. Et là, je travaille dans le monde nucléaire, c'est une grande importance et je suis en incapacité de me rappeler de tous les trigrammes qui définissent les systèmes de l'entreprise, de me repérer, de repérer géographiquement, visuellement, j'y arrive, mais aller à un endroit précis tout seul en se donnant rendez-vous, parce que c'est centrale nucléaire, c'est une petite ville dans une grande ville, enfin, donc ça, je ne sais pas le faire. Je tiens aussi à insister que j'ai rien fait pour me faciliter la vie. Alors ça, c'est un message que je veux passer particulièrement aux jeunes, même avant le troisième, parce qu'en parlant avec d'autres personnes, on s'est aperçu que des jeunes faisaient des conneries de plus en plus tôt. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le shit, je me suis cramé plein de neurones. Voilà, et je me suis peut-être encore amplifié les difficultés d'apprentissage. Donc, j'ai fumé de novembre 95 jusqu'en 99. Et j'ai fini par péter les plombs et je pense que qu'intellectuellement, j'en ai perdu beaucoup à ce moment-là. Et depuis cette époque-là, je prends un traitement médical qui était lourd. Donc, pour vivre dans la société, j'avais ce traitement-là, sauf que j'étais assommé. Et par un concours de circonstances, enfin voilà, tout le monde connaît ma vie, mais en 2010, j'ai repété les plombs et là, j'ai vraiment eu un traitement très très lourd. Et il n'y a pas de, il y a pas de mystère, hein. Ce traitement-là me permet à l'heure actuelle d'être exactement comme quelqu'un, sauf que je sais que ces médicaments-là me tuent mon cerveau petit à petit, puis me tuent aussi mon corps. Mais comme me le disait mon psychiatre à l'époque, on se disait pas grand-chose, mais il m'avait dit, mais Monsieur Goupil, est-ce que vous préférez vivre heureux maintenant ou être triste de toute une vie et mourir ainsi? Donc voilà, c'est aussi ce que je veux dire, que la vie, ça se vit à l'instant T, il faut être heureux maintenant, il faut faire gaffe à tout. Et, et, euh,
et comment dire, les problèmes de mémoire me permettent quand même d'aimer à fond la vie et d'oublier facilement, toutes mes misères. J'ai la chance pratiquement de me coucher tous les soirs avec des petites tristesses et me relever tous les matins avec une renaissance et repartir d'attaque. Et je tiens aussi à préciser quelque chose, quand j'ai pété les plombs à cause du shit et après les addictions se remplacent toujours. Et à partir de 99, parce que j'étais pratiquement qu'un fumeur de joint, je touchais pas à l'alcool, je l'ai compensé par l'alcool. Et j'étais sérieux toute la semaine à faire mes devoirs pour être bon, enfin pour réussir à apprendre un métier. Et le week-end, le vendredi, le samedi soir, je m'éclatais la tête avec l'alcool, jusqu'à vomir pratiquement à chaque fois. Et je me rappelle être parti avec un pote d'enfance et sa conjointe au Sable d'Olonne. Puis je sais plus trop exactement, c'était en début de semaine, il me semble que c'était un lundi, on s'est pris une grosse biture. Et je me rappelle être parti dans la nuit vadrouiller alors que je connaissais pas du tout, je voulais aller à la plage. Et je sais, je l'ai réalisé très très longtemps après, mais je sais que je me suis cramé quelque chose au niveau du cerveau. J'ai eu comme un espèce d'éclair, enfin voilà. Et quand j'ai repris justement après les grandes vacances ma dernière année de bac pro, intellectuellement, j'avais tout perdu. J'étais obligé de tout réapprendre. Et voilà, les addictions, t'en prends pour te défoncer, pour t'éclater. C'est ton choix, ou soit tu décides de t'en priver, ou de choisir les meilleurs pour réussir ta vie, pour être intégré et pour faire les choses. Parce que même si le travail c'est quelque chose inventé par l'homme, tu peux pas faire autrement. Si tu veux être dans les clous et pouvoir vivre comme tu le veux, tu es obligé de travailler. Et le travail, c'est un peu un coup de jackpot, parce que on te demande une orientation très jeune et tu sais pas forcément si c'est la bonne. Alors des fois, t'arrives quelque part, alors c'est quelque chose qui te convenait pas du tout. Mais la vie fait que si tu te bats, les portes s'ouvriront. Je veux pas te le promettre parce que les promesses, je les tiens toujours. Mais c'est pour ça que je remercie encore mon entreprise parce que j'ai vécu à peu près 20 ans de galère à être un poste que je n'étais pas capable. Et ça, c'était pas la faute de l'employeur, c'était de ma faute parce que j'avais un handicap intellectuel trop lourd. Et on a réussi à trouver mon poste il y a 2 ans, en début 2024, en janvier 2024. Donc oui, non, enfin oui, il y a 2 ans. Enfin, comment dire, depuis cette année, parce qu'il faut toujours un temps d'adaptation très très long pour moi. Depuis cette année, je me suis mis à fond dans ce métier-là et je suis vraiment heureux parce que je ne viens plus avec la boule au ventre au travail et je viens faire quelque chose qui me plaît et que je sais faire, où j'ai une certaine autonomie. Donc j'ai ma place dans la société. Oui, donc pour revenir au problème de mémoire, la mémoire peut te freiner pour ouvrir des portes. Mais je veux dire qu'un mécano, bon, il lui faut aussi de la mémoire, a peut-être a plus de prestige que moi qu'un prof de maths. Par exemple, parce que, voilà, j'ai eu l'erreur de me croire intelligent et j'admire tous mes collègues par leur technicité qui se rappellent de plein de choses et qui ont une logique pour réparer les choses. Alors,
Est-ce que la mémoire est utile dans la vie? Bah oui, mais pas pour tout. Et qu'est-ce qui t'a sauvé? Oui, ben j'ai été sauvé par mes parents. Mes parents sont exceptionnels, ils ont toujours tout fait pour moi. Ils ont toujours été là, ils ont toujours comblé mes difficultés, ils m'ont toujours poussé. Et à 14 ans, quand j'ai eu mon accident, ils ont fait tout en sorte pour me voir comme avant. Donc c'est ce qui m'a aidé à avancer. Puis la deuxième chose qui est un trait de personnalité très, très fort, et même si j'ai 45 ans, c'est encore en moi, c'est que je suis quelqu'un de très naïf. Donc j'ai toujours avancé, puis j'ai toujours excusé, pardonné les autres, même s'ils étaient méchants contre moi. C'était plus à moi de me dire ah bah qu'est-ce que j'ai fait de mal pour faire plaisir à quelqu'un qui ne voulait pas forcément de mon amour. Mais ça c'est oui, bah avec le temps on l'apprend, on choisit les personnes avec qui on veut passer du temps. Donc ma naïveté m'a sauvé. Puis c'est aussi d'avoir une foi en la vie pour me donner l'envie de me battre. Mais comme je l'ai expliqué plusieurs fois lors de cette interview ou de ce questionnaire, c'est que c'est que bah, j'étais perdu. Des fois, j'avais quand même l'envie de mourir, mais, j'ai fait une tentative de suicide en 1999. Mais après, pourquoi j'ai survécu? Je dis bien survivre, je dis pas le mot vivre. J'ai survécu pour ne pas faire souffrir plus mes parents. Parce que plus d'une fois, j'ai eu envie de mourir et je voulais pas que ma mort cause une douleur insurmontable pour mon père, pour mon petit papa et ma petite maman, ma petite maman qui s'en serait jamais remis. Et là, la chance, alors c'est pour mes parents, mais c'est aussi pour moi, la chance que j'ai maintenant, c'est que je vis et je ne survis plus. J'aime la vie. Je réalise aussi beaucoup de choses, parce que je me suis posé beaucoup de questions tout le long de la vie. On peut pas sauver la terre entière, mais après, je vis mon bonheur, mais je vois le malheur. Excusez-moi. Je vis mon bonheur et je vois beaucoup de malheur autour de moi, dans d'autres pays, avec les guerres, des famines ou quoi que ce soit. Ou même, des fois, il te suffit de faire 50 mètres pour aller taper à la porte du voisin et voir que lui, dans sa vie, c'est la merde. Donc, bah oui, ce qui m'a sauvé, c'est mes parents, ma famille proche, ma famille un peu plus lointaine, mes amis, mes connaissances. Mais malgré tout cela, j'ai quand même souffert d'une exclusion. Et je n'ai pas choisi d'être solitaire. C'est les autres gens qui m'ont obligé à être solitaire. Parce que je suis marqué de plusieurs différences, et la différence fait peur. Donc quand tu sais faire face à tes problèmes et te battre, tu peux réussir à être accepté. Mais à ce jour, je suis solitaire parce que j'ai passé ma vie ainsi et je le vis très très bien. Donc je suis heureux d'être avec des amis, des potes, faire des projets en commun, faire plein de choses. Mais j'ai appris à vivre dans ma bulle, à être derrière mon ordinateur, à écrire mes mots, à avoir mes petites habitudes. Et malgré ce sentiment de solitude, je ne ferme pas la porte pour rencontrer l'amour un jour, mais malgré l'envie de trouver une femme, je ne pense pas que je pourrais avoir des enfants, d'être papa, parce que, comment dire,
je souffre beaucoup de fatigue. Ben, là, j'ai une grosse semaine et pour pas craquer, ben, j'étais obligé de dormir 12 heures cette nuit. Donc, je dors 12 heures d'un trait sans jamais me réveiller. Et quand on a des mômes, j'allais dire, quand on a des enfants, bah, le vendredi soir, il fallait les porter faut se lever le vendredi matin pour aller les porter à l'école ou à la garderie, enfin, faire sa journée de boulot, revenir le soir, faire la soirée et se lever le samedi matin pour les porter aux activités extrascolaires ou autres. Et quand je me suis couché hier entre 20 h et 21 h et que je me suis réveillé ce matin à 9 h, j'étais pas prêt à courir un marathon. J'étais dans le gaz, j'étais en robe de chambre et j'ai mis du temps à me mettre en route. Donc déjà en cachant mes problèmes, je trouve pas l'amour. Alors là, ce que je fais avec toi, c'est en disant qui je suis. Bah, je te cache pas du tout le personnage que je suis. Donc la vie de couple a toujours été mon rêve, mais peut-être qu'inconsciemment, je fais tout pour faire tout louper. Arrives-tu à tout gérer avec ton mi-temps? Alors, avec, avec mon mi-temps, alors, bon, déjà, expliquons un petit peu mon mi-temps. Je, j'étais en mi-temps pendant mes études et à partir de 1999, j'ai toujours travaillé à plein temps. Et en 2010, quand j'ai craqué, j'ai eu un arrêt maladie de 9 mois et après avec un traitement lourd et avec la réalisation qu'à cause de mon coma, j'étais pas capable de travailler à plein temps. J'ai eu la chance, encore une fois, j'ai beaucoup de chance dans tous mes drames, enfin, d'être à EDF parce qu'on a pu mettre en place l'incapacité 1. Donc l'incapacité... Alors, j'ai repris en décembre 2010 en étant thérapeutique, en travaillant une journée sur deux. Comme ça me permettait de récupérer pendant mes jours de repos et de beaucoup dormir. Et au bout de 6 mois, je crois, on m'a passé en incapacité 1. Parce que c'est le règlement ADF. Au bout de 6 mois, on est obligé de choisir de passer en incapacité 1, de reprendre à plein temps. Enfin bon, bref, ça c'est le débat médical. Et donc, bah ce que je peux dire, c'est que mon mi-temps, en 2011, jusqu'à 3 ans, de 2011 jusqu'au Covid, en gros, m'a permis d'avoir une vie dite normale. Parce que pourquoi? En 2 jours, je faisais la journée de quelqu'un dite normal ou dit normal. Excusez-moi pour le français, c'est pas toujours mon fort. Donc c'est-à-dire que bah, quelqu'un qui a pas de problème va faire sa journée de boulot, va conduire les gamins à droite à gauche, puis va faire son activité sportive ou musicale ou je ne sais quoi, puis reprend sa journée de boulot le lendemain. Bah, moi, il me fallait une journée pour travailler. Le soir, je rentrais fatigué. Je dormais beaucoup et le lendemain, bah, je pouvais marcher un petit peu, faire quelques courses, ainsi de suite. Et quand le Covid est arrivé, bah, j'ai pris des repères chez moi, à vivre un petit peu plus à la maison. Et ce qui se passe, bah, c'est aussi avec l'âge, je pouvais plus tout étaler. Je pouvais pas, par exemple, me permettre de faire une journée de boulot, puis d'aller le soir au cinéma. Maintenant, quand je rentre à la maison, bah, quand j'ai travaillé, le soir, je reste chez moi pour dormir, pour m'endormir de bonne heure. Alors hier j'étais invité à un concert et j'ai travaillé hier
et j'ai envoyé un mail d'excuses disant que je ne viendrais pas parce que j'étais trop fatigué pour me permettre de prendre la route. Donc je peux pas me permettre de faire de la prévention et d'être dangereux sur la route. Donc voilà, je suis resté à dormir à la maison. Et la difficulté, c'est que, enfin, c'est que mes parents commencent vraiment à avoir une santé fragile et mon père a des très très gros problèmes de santé. Bon, ça reste dans la sphère privée. Mais je me dois d'être là pour mes parents. Donc, euh, donc je, je, je ne peux plus faire tout ce que je veux faire parce que il faut faire des choix. J'aurais des livres à auto-éditer qu'il faudrait que je retravaille. Je voudrais faire du sport, alors j'essaie de remarcher un petit peu dernièrement pour perdre mon ventre. J'ai mes parents à m'en occuper, j'ai mes projets, j'ai mon boulot et mon boulot, j'y mets, enfin, l'amour des amis et de la famille, c'est les choses principales de mon existence. Mais je comprends que j'ai un travail, c'est la seule chose qui m'apporte un salaire. Donc je dois faire mon maximum pour le faire au mieux. Donc je ne peux pas me permettre d'arriver fatigué au boulot parce que j'ai trop abusé la veille. Donc, enfin, pourquoi je parle ainsi du travail? Parce que, bon, on va mettre les pieds dans le plat, mais mes parents sont d'une ancienne génération où le travail et la santé, et malheureusement, tu te tues au boulot. Mais je suis heureux d'avoir trouvé ma place. Donc maintenant, ça me sert à rien de pleurer mon sort pour avoir mis au boulot. Je ne pourrais pas avoir mis au boulot et je suis heureux de faire ce que je fais parce que je suis dans l'engrenage. Donc, pour répondre véritablement à la question, pourrais-je faire ma vie comme tout le monde? Est-ce que mon mi-temps me permet de tout faire? Non, non, parce que voilà, j'ai des sommeils qui sont raccourcis parce que je suis bousculé, donc je me trouve de temps en temps à 2-3 heures du mat à écrire sur mon ordinateur, à régler des projets, puis à faire ma journée de boulot après. Ou soit je suis trop fatigué, puis je, quand je me réveille, je suis pas encore actif, je suis encore dans le monde, dans le mode veille. Donc, enfin, après, si on joue avec la question, est-ce que je peux faire une vie normale? C'était le titre d'un film exceptionnel, hors norme. Donc, qu'est-ce qui est la norme à partir de ce moment? Te sens-tu courageux? Courageux. Courageux, je doute encore. Parce que j'aurais été courageux il y a très longtemps, je serais pas tombé dans une conduite addictive, puis j'aurais fait tout en sorte pour y arriver. Oui, pour des trucs, je me sens courageux. Est-ce que mener un projet comme celui qu'on est en train de faire ou d'autres à aller chercher des subventions, à taper à toutes les portes, enfin, voilà. Est-ce que c'est courageux? Enfin, j'ai osé écrire un mot à Madame Brigitte Macron pour qu'elle me soutienne dans mon projet, dans un de mes projets préventifs, à Madame Borne. Enfin, voilà, oui, je suis courageux d'aller taper les élus pour réaliser des choses. Courageux pour dire à une femme
qui me plaît vraiment, que je l'apprécie, bah non, enfin, contrairement à ce que tout le monde peut penser, je suis un très très grand timide et je suis pas du tout un orateur. Oui, j'arrive à parler devant 200 personnes, mais devant un pote ou une femme, je n'arrive pas forcément à dire tout ce que j'ai. Courageux, je pense que mon petit papa a compris qu'on était différents parce qu'il aurait voulu m'apprendre le bricolage et je me suis toujours senti incapable. Et comme d'autres collègues, potes qui sont maintenant à la retraite, qui me disent que j'étais capable et j'ai toujours dit que j'étais incapable. Et quand on dit qu'on est incapable, c'est qu'on n'est pas courageux. Tout est surmontable, mais j'arrive aussi à un niveau de saturation intellectuelle et j'ai une neuropsychologue qui m'a reçu lundi dernier, qui me disait, mais vous savez, monsieur Goupil, quand on est jeune, bah, tout va parce qu'on n'a que les études à s'occuper. Mais après, bah, il y a tous les problèmes du quotidien et tout ça, donc c'est de plus en plus dur. On a la tête de plus en plus prise. Alors, est-ce que je suis courageux ou est-ce que je reproche ma malchance de ne pas avoir assez d'intellect pour tout intégrer? Par exemple, bah, j'aurais pu faire ma vidange cette semaine de moi-même si j'avais voulu mettre les mains dans le cambouis, alors que j'étais obligé de la porter chez le garagiste pour qu'il me fasse un travail que beaucoup d'hommes, voire quelques femmes, savent faire. Courageux, ça dépend pourquoi. Des fois, bah oui, je suis capable de faire ce que j'ai fait la dernière fois, au moins 3 heures, le tour d'un lac pour marcher. Et d'autres fois, bah, je vais me coucher à 8h, 9h, parce que bah, je veux me cacher de la journée, puis fuir dans le réveil, fuir dans le sommeil. Parce comment dire, je, je me rappelle très très peu pratiquement jamais de mes rêves. Je sais que des fois, ça m'arrive d'avoir des rêves qui me perturbent parce que bah, je me réveille en plein milieu de la nuit en sachant que je peux pas redormir parce qu'il y a un truc qui m'a dérangé, quoi, je ne sais pas. Mais la plupart du temps, le sommeil est ma fuite. Alors oui, je suis courageux pour certains trucs, et pour d'autres choses, pour pas mal de choses, des fois je suis qu'un faible. Quelle est la chose qui te fait le plus souffrir? Quelle est la chose qui me fait plus souffrir, pardon. Excusez-moi, j'ai un peu de problème d'élocution. Ça m'arrive quand je commence à fatiguer ça. Bah, à cette question-là, je pensais pas répondre à ça. Oui, bah, sans m'en rendre compte, j'ai la réponse. Ma voix me fait énormément souffrir. M'entendre, avoir mes problèmes d'élocution, ça me fait souffrir. Rencontrer quelqu'un pour la première fois, commencer à parler, qui ouvre les yeux en grand, parce que moi je le vois, bah tout de suite ça me fait sentir différent, rentrer dans une autre case. Après, si on est plus concret, une chose très difficile à accepter, c'est la mémoire, c'est d'être un culte, parce que j'ai recité un exemple avec ma neuropsychologue qui me suit depuis 3-4 ans, enfin voilà. Et au début, on a voulu travailler la mémoire et elle me dit qu'au bout de quelques séances, elle me demande quel travail je voulais faire.
j'ai dit que je voulais apprendre les villes de France et les fleuves. Quelque chose que j'avais déjà appris à l'école, que j'avais déjà fortement oublié. Et on a refait ce travail-là, j'ai appris, c'est entré, et 2 jours après, c'était parti, parce que 2 jours après, enfin, parce que la veille, il y avait autre chose qui était arrivé. Donc, quand quelque chose de nouveau arrive, une chose ancienne part. Donc, je suis quelqu'un de totalement occulte. On peut me parler d'une ville en France ou dans le monde, je ne sais pas la placer. Quelques villes de Seine-Maritime, je sais à peu près où c'est. Mais voilà, j'ai aucun apprentissage historique. Bon, je suis pas si con que ça. Je sais quand même qu'il y a eu des guerres mondiales et en faisant, enfin 2 guerres mondiales, en faisant ce petit aparté. Ça, c'est un peu ordre préventionniste, mais est-ce que là, on n'est pas est-ce que là, on craint pas un monde qui va recréer une guerre mondiale ou une crise économique? Enfin bon, ça, c'est peut-être un drame à venir qu'il faudra se poser la question, mais ça, c'est autre chose que la prévention, donc on va pas trop s'écarter du sujet. Ce qui me fait souffrir, c'est quand je suis en fatigue, parce que je marche au ralenti, j'imprime moins des choses. Et l'amour m'a fait souffrir. Alors, c'est peut-être de ma faute, parce que je suis tombé énormément de fois amoureux de demoiselles, quand j'étais un jeune homme, de demoiselles très très belles. Et ma différence ne faisait qu'amitié et jamais plus. Donc j'ai eu des rejets et des échecs. Et j'ai aussi aimé des femmes et voilà. Maintenant ça me fait moins souffrir, parce que en ayant rencontré quelques femmes de très 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 courte date, je me dis que l'amour, en fin de compte, c'est pas ce qu'on croit. C'est bon, bref, on n'est pas obligé de s'arrêter sur le handicap ou le physique pour être aimé ou pour aimer quelqu'un. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui me font souffrir, et particulièrement c'est au niveau de mon traumatisme, la mémoire. Donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les problèmes de mémoire sont peut-être multiples et trop grands, mais c'est d'être dans des conversations et pas comprendre un mot qui me fait zapper la conversation, parce que j'essaye de chercher une définition dans ma tête, ou être avec des collègues qui parlent parce que là c'est l'époque, par exemple, de partir au ski, d'aller dans tel coin, dans telle ville, puis pas savoir du tout où c'est. Enfin, ce qui me fait souffrir aussi, c'est la peur de l'inconnu. Donc par exemple, je peux pas trop me permettre de voyager, parce que je sais pas me débrouiller tout seul, j'arrive pas à me repérer. Et ce qui est bête, c'est que plus je souffre de cette peur-là, plus cette peur-là s'agrandit. Mais la souffrance peut se surpasser quand on s'accepte. Et j'ai appris à m'accepter. Cependant, j'ai des comportements dans le passé, des choses que j'ai faites qui me tuent toujours, et que je me force à oublier. Et la seule chose que une vie après la mort ou pas, je m'en fous, mais en gros, je veux cramer en enfer, parce que j'estime que j'ai tout fait j'ai essayé de faire au mieux dans ma vie, mais c'est très dur quand tu essayes d'avancer, que t'es pas accepté. Enfin, c'est dans une époque passée, mais quand t'es jeune,
c'est pas facile quand t'es pas accepté de la société et tu te retrouves tout seul ou un électron libre qui n'arrive pas à se fixer sur un atome. Est-ce que tu rêves de fonder une famille? Oui, ben en effet, je rêve d'une famille. Mais la, la vraie question à se poser, c'est d'une femme qui t'accepte tel que tu es. Ça, c'est la première chose. Être aimé par un vrai sentiment et pas pour profit ou je ne sais, bref, enfin. Et quand on n'est pas dans la norme, bah, c'est difficile d'être accepté. Et la deuxième chose qui me fait un petit peu peur aussi, c'est que j'ai passé en gros toute ma vie à être seul, même si j'avais ma famille, des copains et tout ça, mais j'ai mes habitudes. Donc quand tu passes une vie à avoir tes habitudes, est-ce que tu es prêt un jour vraiment à changer tes habitudes? Ça serait possible. Et par exemple, bah oui, avoir des enfants, si le matin on trouvait un système pour s'arranger à les garder ou avoir une vie normale avec un aménagement, ça serait super, mais je veux pas créer une famille pour faire souffrir. Quel est le meilleur conseil que tu peux donner à un jeune? Alors, le seul truc qu'un jeune doit faire, doit avoir, c'est d'oser demander. C'est, on peut avoir la réponse à une question que si on pose la question. Donc moi, je pousse tous les jeunes à être curieux, à avoir la soif de savoir. Et avec les jeunes, je veux aussi les inciter à ne pas croire forcément les potes du grand frère ou le grand frère ou de croire les grands. Il faut qu'ils se méfient où aller avec les mauvaises personnes. C'est, je dis un truc con, on est toujours plus attiré quand on est jeune par le branleur que le mec qui est tout sage, qui dit jamais rien. Mais le bon exemple n'est pas forcément celui qu'on cherche. Et pour terminer, le mot de la fin? Alors, le mot de la fin, donc c'est évidemment c'est un rêve. Je n'ai pas beaucoup voyagé, mais enfin si, j'ai quand même réussi à voyager. J'ai eu la chance d'aller trois fois au Québec. Et ma meilleure amie est d'ailleurs québécoise. On a, parce que je suis quelqu'un qui écrit beaucoup et qui écrivait trop, je submergeais une époque mon petit papy adoptif et ma meilleure amie par mail. Puis un jour, elle m'a dit si tu veux qu'on continue, il va falloir que tu changes. Donc, du coup, j'ai passé un contrat avec elle en lui indiquant que je lui écrivais que le dimanche. Et donc, les gens doivent savoir qu'à partir du moment que je signe un contrat écrit ou plutôt verbal, je n'oublie jamais mes engagements et je le respecte toujours. Et ça, même si j'ai pas de mémoire, un contrat reste un contrat, un contrat reste un contrat et j'irai jusqu'au bout. Donc, ma vie de rêve serait de rester en France, en Normandie, avec moins de pluie, hein, évidemment, mais que ce soit un petit peu comme un paradis québécois, parce que bon, évidemment, j'ai fait 3 séjours de une semaine ou 15 jours. Donc on n'a pas le temps on n'a pas le temps de tout réaliser. Mais moi, il y a des choses qui m'ont déstabilisé de façon positive.
Un jour, j'étais perdu pour prendre le métro souterrain. Je demande à un monsieur, c'était un agent de sécurité qui m'a expliqué, qui est monté avec moi et qui a pris le métro jusqu'à ma destination pour montrer la route, pour pas que je sois perdu, où cela a été aussi différent avec un total inconnu dans le Québec, à Montréal, où je lui demande où est la banque la plus proche. Il était perdu. Il a commencé à faire la route avec moi, puis il m'a montré où était la banque. Et ça, je pense que, par exemple, tu arrives à Paris, enfin, j'ai déjà été à Paris plusieurs fois, tu demandes quelque chose à quelqu'un, bah, la personne passe droit devant et te répond même pas à ta question. Donc, j'aimerais un monde plus gentil, plus accueillant, comme les Québécois font, mais il faut toujours faire attention parce que on ne vit pas au pays des bisounours, mais voilà, j'aimerais que le Québec arrive à une grande ville comme Rouen en me perdant à Rouen, je sois éclairé par des personnes bienveillantes. Donc voilà. Excuse-moi, là, je saute du coq à l'âne parce que il y a quelque chose qui m'est revenu pendant ce questionnaire-là et je n'en ai pas parlé. Mais bon, comme tu l'as compris, c'est un truc sur la prévention en général. Comme tu le sais, j'ai eu un accident de mobilette. J'ai fait aussi beaucoup de conneries. Enfin, voilà, hein, j'ai conduit sous l'emprise de l'alcool et sous l'emprise du cannabis. Donc, on peut m'applaudir. Hein, je suis pas un exemple. Hein. Et cette semaine, je suis allé faire un tour à pied. Donc, il faut savoir que nous sommes le 1er février 2025 aujourd'hui, donc il fait nuit de bonne heure. J'ai fait des tours du lac et je suis revenu sur le trottoir tranquillement pour rejoindre ma maison. Et en passant un passage clouté, je vois une voiture partir du feu rouge à fond et tourner vers la salle de sport. J'étais obligé de faire un saut au maximum et la voiture s'est arrêtée net et j'ai continué puis la femme ouvre sa glace, elle me fait je suis désolé, je vous avais pas vu, je fais c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc ce que je veux dire c'est voilà, le drame peut arriver n'importe quand. Donc, il ne faut pas vivre dans le négatif, parce que si tu vis morose, ta vie sera pourrie. Il faut penser, il faut aller dans la direction où le soleil éclaire, mais toujours faire attention à tout et espérer un monde fantastique. C'est peut-être la vision des bisounours, mais comme je le dis tout le temps, c'est un truc important. L'homme a rêvé de marcher sur la Lune, l'homme a marché sur la Lune. Alors moi, je rêve d'un monde où tous les gens se respectent. Et un autre mot de la fin ? Mon deuxième mot de la fin, c'est pour vraiment réaliser que j'ai eu un accident très très dur. Donc, on voyait mon handicap visible, mais personne ne sait jamais tout ce qui s'est passé dans ma tête et mes difficultés. Et à ce jour, donc en 2025, en février 2025, je réalise que j'ai eu beaucoup de problèmes psychiatriques. Je n'ai pas voulu ces problèmes psychiatriques-là et j'étais très collant avec des femmes parce que j'étais tombé amoureux. Mais
je ne réalisais pas mes problèmes psychiatriques et je réalise que les choses vont mieux se passer maintenant parce que j'ai enfin les pieds sur la terre et j'ai trouvé la tranquillité intellectuelle ou mentale. Enfin, les troubles sont partis. Donc, j'essaye d'être au mieux dans mes baskets et j'essaie de tout faire pour l'autre parce que bah, sans l'autre, tu n'es rien.